Bonjour et bienvenue dans cette émission du 19 avril 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis complètement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette rocambolesque arrestation de Marc Doyer. Pour rappel, Marc Doyer est ce citoyen français qui a perdu son épouse, Morissette, après l'injection génique expérimentale présentée partout comme étant sûre et efficace, ce qu'elle n'était pas. Marc Doyer lui-même avait été injecté 2 fois, et depuis, il mène un combat pour que la vérité soit portée à la connaissance de la population. Marc Doyer est porte-parole du collectif Verity, qui lutte pour faire connaître la réalité des choses. Et donc, à 6 heures du matin, il a été raflé chez lui par 15 policiers, dont certains cagoulés, qui ont défoncé la porte-fenêtre. Maison sous perquisition, Marc Doyer a été emmené en garde à vue pour 10 heures d'interrogatoire. Tout ça pour laisser l'histoire sans suite, comme nous allons le voir. Alors, Maître Ludo, avocat de Marc Doyer, s'est exprimé alors que Marc était encore en garde à vue, au micro de Xavier Azalbert pour France Soir, et voici ce que l'avocat nous a dit. Marc Doyer qui a été ce matin, je crois, emmené à 6 heures du matin par la police, et Maître Ludo, la parole est à vous pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il en est. Bon, Marc Doyer a été interpellé ce matin, effectivement, au petit jour, placé en garde à vue à la police judiciaire de Paris, à la suite d'une plainte déposée par le président de la République pour menace de mort. Il aurait laissé un message sur son téléphone portable en proférant des menaces. Il s'est expliqué. Il a été démontré qu'il n'y avait aucune menace de mort. Qu'il avait interpellé très poliment le président de la République sur la question des effets secondaires du vaccin Covid-19 et rien d'autre. Et cette plainte de M. Macron a été classée sans suite par le parquet de Paris il y a quelques minutes seulement. Donc, il va sortir libre et sans poursuite. Donc, il est soulagé. Mais ça pose problème. Ça pose, à mon avis, 2 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'on comprend mal comment un téléphone portable qui a été confié par le candidat Macron en 2017 soit encore en activité. Je pense qu'il y a quand même un problème au niveau de la sécurité de l'Élysée. Je m'interroge sur la survie de ce téléphone. Manifestement, il y a un trou béant dans la raquette de la sécurité. Et le deuxième problème, c'est qu'on s'interroge sur les véritables motivations du président de la République qui, aujourd'hui, fait feu de tout bois. On comprend mal l'intérêt d'une telle plainte, alors que manifestement, il n'y avait strictement aucune menace de quelque ordre que ce soit. C'est dommage, bien sûr, mais c'est surtout choquant, et cela n'a échappé à personne de ceux qui ont gardé leur humanité. Yvan Rioufol, par exemple, a rebondi en disant « Attendez, cet homme a été sorti de son lit par la police, mis en garde à vue pour menace de mort contre Emmanuel Macron, sur un dossier vide. Il n'y avait rien dans le dossier de cet ordre, et rapidement classé sans suite. Son tort, réclamer une commission d'enquête sur les effets secondaires des injections géniques expérimentales qui auraient causé la mort de son épouse. Trouvez-vous cela normal ? Et donc, si on reconstitue l'histoire, Marc Doyer avait le numéro de téléphone d'un portable que Macron avait utilisé dans une campagne présidentielle précédente. Il a laissé un appel sur ce répondeur ne contenant aucune menace de mort, et Emmanuel Macron, personnellement, a fait intervenir la police en accusant Marc Doyer d'avoir proféré des menaces de mort qui, en réalité, étaient inexistantes. Alors, de nouveau, je fais un arrêt sur image. Est-ce qu'on mesure la folie furieuse de ce que nous sommes en train de décrire ? Heureusement, Marc Doyer est rentré rapidement à la maison avec son chauffeur, comme le dit le professeur Fan de Lynx. Maître Divisio se pose la question, il y a quand même un truc.
Marc Doyer dit en écoutant le message laissé sur le téléphone du président, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune menace et, du coup, ont classé sans suite la plainte. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'écouter le message avant de l'embarquer comme un terroriste à 6 heures du matin ? Probablement, mais peut-être que ce n'était pas exactement ce qu'Emmanuel Macron avait en tête. Alors, Marc Doyer s'est exprimé lui-même sur le plateau de France Soir juste après sa libération. Écoutons ce qu'il avait à dire. C'est drôle, hein, comme finalement après avec le recul. Sauf que ce qui est moins drôle, c'est que pour une accusation fantaisiste, là, quelqu'un a mis en danger et ma vie et celle du policier. J'ai beaucoup de chance. Et je remercie encore vraiment infiniment, et c'est sincère, les policiers à qui j'ai eu affaire hier. D'abord, ils étaient très humains. Et celui que j'ai eu en première ligne était très professionnel. Parce qu'avec ce qu'on entend en ce moment, où ils se font rouler dessus par des voitures, ou agresser, ou ceci, cela, je me dis qu'en fait, me voyant avec une arme, son réflexe aurait pu être de tirer. Si j'avais représenté un danger pour la France, ça aurait peut-être pu se justifier. Mais qu'est-ce qu'auraient dit les médias aujourd'hui s'il avait dû falloir annoncer dans la presse que sur un malentendu, sur une plainte mal formulée par l'Élysée, on aurait dit oui, Marc Doyer, de toute façon c'était un complotiste, il méritait de se prendre une balle. Non, là on rigole plus. Encore une fois, c'est pas une dénonciation d'un voisin, ça vient de l'Élysée. Sur le document de plainte, il y a écrit victime Emmanuel Macron. Présumé victime, voilà. Mais et présumé coupable. c'est pas anodin quand même. Moi, quand on me dit vous êtes en garde à vue pour menace de mort sur le président de la République, je dis mais ça va pas là. Quand il y a une plainte, si la police vous avait appelé au préalable, plutôt que de venir faire une descente, vous y serez présenté à la police de manière spontanée ? Mais bien sûr, le seul problème, c'est que il aurait fallu que le chef d'accusation, entre guillemets, le motif de la plainte, soit réel et sérieux. Là, je me mets à la place, entre guillemets, des policiers. Quand ils voient menace de mort, ils prennent pas ça à la légère. C'est le président de la République quand même. Hein. Sauf qu'encore une fois, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de menace de mort. Ça a été classé sans suite. Alors juste pour revenir sur le déroulement des faits, donc le commando armé cagoulé a débarqué chez Marc Doyer à 6 heures du matin, a cassé une porte-fenêtre et Marc Doyer a imaginé que c'était un cambriolage et donc il s'est barricadé avec un fusil de chasse, il est chasseur, et donc c'est effectivement une situation qui aurait pu très très vite mal tourner, mais heureusement les forces de l'ordre ont fait preuve de beaucoup plus de sang-froid que le locataire de l'Élysée. Alors, Vérity France a annoncé bien sûr la libération de Marc Doyer dès la fin de la garde à vue, en se félicitant qu'il ait été libéré des geôles macroniennes, et Maître Divizio a rebondi en disant « Allons, allons, jupitériennes les geôles, un peu de respect ». Et dans la foulée, bien sûr, les charognards charognent, les baveux bavent, et donc Check News de Libération, dont je rappelle que c'est une officine de propagande au service de l'OTAN, de l'État profond américain et des laboratoires pharmaceutiques, pour faire vite, de la CIA bien sûr, a tout de suite titré « Pourquoi le militant anti-vaccin ?» Marc Doyer a-t-il passé 11 heures en garde à vue et en faisant des insinuations douteuses sur le fait qu'il y avait des armes à feu chez lui. Oui, Marc Doyer est chasseur, il a des armes à feu qui sont déclarées. Et donc Arthur Leroux a très justement commenté le niveau de fils de puterie de cet article de Libération est cosmique. Maintenant, ils nous ont habitués, Libération, depuis pas mal d'années. Un homme est embarqué manu militari sur des accusations fantaisistes du pouvoir. Et ce qui choque cette officine servile qu'est Libé, c'est qu'un chasseur du fin fond de l'Oise ait des armes à feu. Enfin bon, Libération, ça ne vaut même plus la peine de porter son regard sur quoi que ce soit qu'émet cette officine de propagande, subventionnée massivement par la Macronie, sinon il serait en faillite depuis longtemps. Et puis Marianne et d'autres médias, bien sûr, ils sont tous allés de leur rengaine nauséabonde, l'anti-vax Marc Doyer arrêté puis relâché pour avoir laissé un message sur le répondeur d'Emmanuel Macron. Mais attendez, un homme réclame une commission d'enquête sur les effets secondaires des injections qui ont causé la mort de sa femme. Il est mis en garde à vue pour avoir froissé l'ego de Jupiter, mais pour Marianne, c'est juste une figure de la complosphère. Vous voyez, ce côté vraiment, mais odieux des journalistes. Et depuis qu'il a pris la parole publiquement pour faire savoir
ce qu'avait subi son épouse, qui est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie extraordinairement douloureuse, une fin de vie d'une pénibilité extrême, Luc Montagnier et d'autres avaient annoncé que cette injection génique était à risque de produire cet effet secondaire, et depuis, Marc Doyer n'a fait qu'essuyer de la part de la coterie politico-médiatique des torrents de boue de l'ordre de celui que je suis en train de vous montrer. Alors Verity France a interpellé Natacha Polony, en disant que parfois elle a des réflexions très approfondies et justes. Par contre, prétendre que notre porte-parole Marc Doyer est anti-vax alors qu'il est injecté relève de la plus sombre crétinerie dans le but de hurler avec une meute qui est sur le déclin et en voie de disparition. Grossière erreur, madame. Maintenant, quand on connaît un petit peu le contexte, et je remercie Amélie Ismaili, journaliste indépendante, d'aider à faire comprendre un certain nombre de réalités, il faut savoir que madame Polony est sur la sellette. Car Kretinsky, qui est un des oligarques qui possède des groupes de presse, et en l'occurrence Marianne, cherche à la virer et à vendre Marianne. Ils ont beau avoir été entre deux, ménager un peu la chèvre et le chou en ce qui concerne l'Élysée, les prises de position, notamment de Natacha Polony, n'ont pas du tout plu à Emmanuel Macron, l'ont dérangé, et donc ils rentrent à la niche pour sauver leurs fesses. Donc voyez le degré de tyrannie dans lequel on est. Mais comme dans l'Empire romain sous Caligula ou Néron, il suffit que le tyran de l'Élysée soit froissé par des articles ou par un message ne contenant aucune menace de la part d'une personne qui a perdu sa femme pour qu'il décide, voilà, selon son bon vouloir, de faire embastiller par la maréchaussée avec un risque de violence extrême le fâcheux qui l'importune, ou qu'il fasse céder un magazine pour qu'il revienne dans le giron du slurp collectif de la presse à son égard. Donc vraiment, je ne cesse de le dire depuis 4 ans, mesurons dans quoi nous sommes et à quoi nous avons affaire. Alors cela dit, l'article de Marianne a au moins l'avantage de nommer la réalité du message laissé par Marc Doyer, et là encore, si vous portez des chaussettes, elles risquent de tomber, parce qu'écoutez bien cette description, quelle était la teneur du dit message ? D'après Marc Doyer, qui a réagi, il aurait seulement demandé quand le chef de l'État allait prendre conscience qu'il y avait des effets secondaires et s'il attendait que ça le touche lui ou son épouse Brigitte. Il précise « J'avais rajouté un trait d'humour concernant une photo où on l'avait découvert avec les biceps photoshopés, l'air combattant, interprété volontairement comme des messages de mort. » Alors qu'a-t-il dit exactement ? Eh bien, d'après son avocat, il aurait dit « J'espère que tu vas prendre un uppercut par Poutine, il est plus fort que toi, allez, salut Emmanuel. » Voilà les menaces de mort qui mettent en panique et en rage le président de la République française. Non, le tyran de la République française. Alors, comme je ne cesse de parler de la perversité, de la sociopathie de ce tyran, un lecteur, fort chrétiennement à voir les termes qu'il utilise, me met en garde en disant « Mais gardez-vous tout de même de trop sonder les reins et les cœurs, Jean-Dominique. Vous pouvez juger collectivement l'esprit de la caste dirigeante, mais quand c'est individuel, il est préférable de dénoncer des actes. » Et on comprend l'idée, c'est qui sommes-nous pour juger notre prochain ? Et dans une logique de normalité, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, les gens n'ont pas forcément de mauvaises intentions. Par contre, là où cet interlocuteur, et je le remercie de son message et de la courtoisie du message, se trompe, c'est que quand nous sommes face à la perversité, nous ne sommes plus dans la normalité. Et les règles du jeu normal qui prévalent entre gens de bonne foi, de bonne composition, honnêtes, respectueux des lois et de l'autre, ne prévalent plus face à des profils aussi perturbés et pervers que celui d'Emmanuel Macron. Quand un président de la République dit qu'il va emmerder une catégorie de citoyens, et parce que cette catégorie de citoyens fait usage de son droit légitime de ne pas se soumettre à une expérimentation médicale, ils ne sont plus des citoyens, il faut bien comprendre que nous sommes dans un ordre de gravité qui n'a rien à voir avec les bisbilles et les polémiques habituelles. Et donc face à des gens aussi tordus, aussi malveillants, aussi destructeurs, aussi fous furieux que Macron, cette règle qui vaut
qu'on ne parle pas du psychisme de l'autre et qu'on n'interprète pas le psychisme de l'autre ne tient plus. Remarquons au passage que c'est une inversion accusatoire. Non pas ce que dit ce monsieur, mais le principe de ne pas psychiatriser l'autre. Parce que ça, on nous le fait à tous les coups. Combien d'articles sont sortis dans la presse disant ceux qui refusent les mesures de contrainte sont des narcissiques. Ce sont des rebelles, ce sont des antisociaux. Vous voyez, on a eu droit à toutes sortes d'étiquettes désobligeantes. Mais de nouveau, moi je ne fais pas ça vis-à-vis de la grande majorité des gens, même qui sont encore hypnotisés par la manipulation en cours. Mais pour celui qui est à l'origine du désastre de la France et qui ne fait que mentir, maltraiter, abuser, violenter, détourner, eh ben oui, il faut nommer la réalité du problème. Alors un autre internaute, anonyme celui-là, mais dit qu'il va lui-même porter plainte contre Emmanuel Macron pour dénonciation calomnieuse. Il a lui-même été relaxé par le tribunal correctionnel de Versailles des poursuites intentées par Emmanuel Macron, président de la République, suite à la diffusion d'un tweet révélant des incohérences dans son pass sanitaire. Et Campagnol, à ce sujet de l'affaire que je viens de vous décrire, relève que nous avons affaire au comportement typique du pervers narcissique, je préfère en ce qui me concerne parler de manipulateur pervers, qui multiplie les procédures et les entraves pour se soustraire à la preuve de ses mensonges, l'essentiel étant d'entretenir le plus longtemps possible l'illusion d'avoir raison. La seule chose qui arrête ce genre de type, c'est l'affrontement direct, et il y va tout droit. Venez me chercher, est psychiatriquement limpide, et nous indique exprès ce qui est seul capable de le faire tomber. Comme la plupart des grands délirants, il donne la clé pour l'arrêter, car il ne peut s'arrêter lui-même. Il faut savoir que l'état psychique, psychiatrique du président de la République génère énormément d'inquiétudes à l'échelle mondiale. On a vu des titres de presse en Angleterre et en Allemagne se demander si ce président n'est pas complètement fou. On a vu le chef de la diplomatie américaine venir recadrer les choses après que Macron se soit vanté de manière tonitruante qu'il allait envoyer des troupes au sol en Ukraine. Donc on a vraiment quelqu'un qui est tellement limite que le monde entier le voit, mais en France, non. Il y a cette omerta complète de la classe médiatico-politique qui fait semblant qu'il n'y a pas de problème. On utilise un article 49.3 à répétition, pas de problème. On éborgne et on mutile des gilets jaunes, pas de problème. On met un pays entier sous un régime dictatorial de fer sans aucune raison, pas de problème. On use de contraintes, de menaces et de chantage envers la population pour une injection génique, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Eh bien, nous disons haut et fort, oui, il y a un putain de problème, excusez mon français, dans ce pays. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin de souligner que Marianne, qui maintenant rétropédale à toute vitesse sous la menace que j'ai décrit précédemment, avait publié un numéro entier consacré à réelle menace ou vrai parano, ce président qui craint pour sa peau. Et effectivement, il faut mesurer que nous sommes face à quelqu'un qui n'est pas dans son état normal, mais qui, plus que ça, n'est pas dans un profil de personnalité normal. Nous sommes face à quelqu'un qui n'a ni foi ni loi et qui est un danger public, comme cela s'est produit de manière répétée à travers l'histoire. Et je vous l'ai déjà dit, la référence évidente qui me vient à l'esprit, c'est Caligula, en tout cas dans la description qu'on a donnée Suétone, qui est un peu contestée par les historiens, mais à qui l'on a prêté cette phrase « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Et j'ai déjà montré comment Emmanuel Macron, hué par la foule au Stade de France, avait ce petit rictus de satisfaction « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent », c'est la seule chose qui compte pour lui. Alors l'essayiste Anna-Sophie Chazot, sur l'antenne de Tocsin Média, la matinale, a décrit de manière extrêmement limpide ce que je m'évertue à mettre en lumière, donc je lui cède la parole. On voit bien, vous savez, quand on parle de pervers narcissiques, ils sont toujours en train d'accuser leurs victimes d'être la cause de leur souffrance. C'est le gars qui va frapper sa femme en lui disant « Regarde ce que tu m'obliges à faire ». Or, là, on a un exécutif qui prend des mesures très dures à l'encontre du peuple français, comme si c'était le peuple français qui en était responsable, qui en était la cause, alors même que c'est lui qui, par sa nullité malfaisante et bien souvent par des mesures prédatrices et de corruption,
à la fois morale et matérielle, est responsable. Donc, si vous voulez, on a une forme de perversion narcissique qui irradie dans la méthode même, dans la gouvernance elle-même. Moi, je suis Mm. assez frappée par ça. Et dans la perversion narcissique, la victime, c'est pas qu'elle est consentante, mais elle est sous emprise. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pense effectivement que c'est de sa faute. Elle pense que c'est normal qu'on la frappe. Elle pense que oui, c'est de sa faute si il y a je ne sais combien de milliards de dettes et puis qu'en plus il faut se montrer généreux avec les voisins plutôt qu'avec soi-même. Donc voilà, si vous voulez, moi je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la psychopathologie qui probablement provient du déséquilibre profond d'une personne, mais qui est devenue une méthode de gouvernance et qui explique aussi une des raisons pour lesquelles les Français se soumettent assez bizarrement à cette inversion des causes et des conséquences. Voilà, alors ça c'est totalement caractéristique de nouveau de ce profil de personnalité extraordinairement dangereux, redoutable et pervers, tant pour les personnes directes qu'elle met sous son emprise, mais que la collectivité lorsqu'elle se trouve à la tête d'un État ou d'une entreprise ou d'une communauté quelle qu'elle soit. Et donc si vous avez encore des incompréhensions, des doutes ou simplement envie de mieux connaître les réalités que je décris ici, je me permets de vous renvoyer au webinaire que je viens de diffuser sur les différents canaux, manipulation et perversité, comment les repérer et les mettre en échec. Je propose un programme de formation pour les personnes intéressées sur mon site jdmichel.com, mais au-delà de l'inscription à ce programme, il y a dans ces 2 heures de webinaire, je crois, à peu près tout ce qu'il y a à savoir d'essentiel par rapport à cette réalité. Et de nouveau, il est urgent et crucial que nous nous outilions par rapport à ça, parce que la France est en danger, parce qu'elle a à sa tête un type qui est complètement à la rue. Et excusez-moi, quand on invente des menaces de mort qui n'existent pas pour faire cueillir à son domicile par 15 policiers armés et cagoulés quelqu'un dont on n'a pas aimé les propos, c'est quand même qu'il y a un problème très sérieux qui existe, et j'aimerais bien vraiment que les gens qui sont dans la caste au pouvoir en France arrêtent de faire semblant qu'il n'y a pas de problème et faites-nous confiance. Nous allons vous rappeler inlassablement la réalité de ce problème jusqu'à ce qu'on puisse faire quelque chose pour mettre en échec la nocivité, la perversité de cet individu, mais après de toute la clique dont il s'est entouré, dont malheureusement la quasi-totalité de ceux qui la composent relèvent du même profil, parce qu'on comprend bien que des gens fous furieux comme le président de la République ne vont pas s'entourer de gens raisonnables, de gens éclairés, de gens capables d'une certaine sagesse ou d'une certaine maturité. Et donc, le péril est grand en la demeure. Ne fermons pas les yeux. Lundi, je vous proposerai une grande émission où je reviendrai sur la situation au Moyen-Orient. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Merci.